Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on est super excités. Moi et Simon, là, on a Caroline Jurado sur le podcast. Salut, comment ça va? Salut, merci pour l'invitation. Sim, on en a déjà parlé pour les gens qui nous écoutent là, à la maison. On a reçu beaucoup de questions sur l'univers des cryptos. Et Caro, dans le fond, est considérée vraiment comme une experte en France. Elle a plus de 25 000 membres là, sur sa newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Caro. Pour commencer, je voudrais savoir un petit peu quand est-ce que tu as commencé cette newsletter-là et pourquoi? J'ai commencé cette newsletter il y a un peu moins d'un an. Je crois que c'était le 6 avril de l'année dernière parce que justement, moi, j'ai eu énormément de mal à me former en crypto. C'était toujours les mêmes types de discours que j'entendais, que je trouvais super compliqués et en fait beaucoup trop compliqués et beaucoup trop chiants. Et donc, je me suis mise à... J'avais énormément de questions parce que j'avais une chaîne sur TikTok sur les cryptos. Je recevais énormément de questions et j'ai commencé par écrire. Au départ, je m'étais dit que j'allais écrire juste 5 emails qui répondraient aux questions de base sur cet univers-là. Et ça a tellement plu que j'ai décidé de continuer. Nice. Ça, c'est pour ta newsletter dans le fond. Ouais. Mais tu avais déjà une chaîne TikTok. Oui, j'avais créé 2 mois plus tôt. J'avais créé une chaîne sur TikTok pour parler de crypto, justement. Je me demandais, c'est vraiment intéressant, tu sais, c'est quand même 25 000 personnes, c'est quand même une grosse communauté. Puis, tu sais, j'ai vu sur ton Substack, tu sais, il y a quand même beaucoup d'engouement puis beaucoup d'intérêt de la part des gens, tu sais, il y a beaucoup d'interactions. Avant qu'on plonge un peu plus en détail là, dans les cryptos de Caro, comment est-ce que toi, t'expliques le Bitcoin à un enfant de 4 ans? Eh bien, je dirais que c'est une monnaie qui n'a pas de pièces. Donc, c'est vraiment une monnaie qui n'existe que dans l'univers numérique, qui va permettre de faire des transferts d'argent sans passer par un intermédiaire, donc sans passer par une banque. Donc, ça va être vraiment l'équivalent de ta grand-mère qui avait son sac de billets sous son matelas et qui t'en donnait. Et ben, c'est exactement la même chose, mais adapté à l'ère du numérique. Nice. Je pense que c'est bien résumé. Puis, je pense que les crypto-monnaies dans ce cas-là, c'est quoi la relation entre le Bitcoin et les crypto-monnaies si on continue sur cette lignée-là? Ouais, d'ailleurs, peut-être que pour ça, il faudrait expliquer ce que c'est que la blockchain, mais bon, on verra. Le Bitcoin, c'est la première des crypto-monnaies. On dit que c'est vraiment la reine des cryptos. Elle a été créée, c'était en 2017, et toutes les autres crypto-monnaies se sont créées après. Donc, on met toujours au regard le Bitcoin, qui est la plus stable, la plus connue, et qui est presque l'une des seules qui n'est qu'une monnaie. Le Bitcoin, ça a pour seul objectif d'être une monnaie qui permet de faire les transferts d'argent. L'ensemble des autres crypto-monnaies qui se sont créées, elles se sont créées dans le but d'aller venir soutenir des écosystèmes blockchain qui existaient en rapport avec le Bitcoin. Comment ça se passe en France? Il y a des bruits de pompiers. Est-ce qu'il y a des émeutes en ce moment? Ou... Non, je suis désolée. C'est juste que j'habite dans une allée où il y a un hôpital pas très loin. Donc, il y a des ambulances qui passent de temps en temps. Il n'y a pas de problème. On va essayer de réduire le bruit des pompiers, des ambulances au montage ou pas. Tu faisais quoi avant, Caroline, avant de faire ça? J'avais monté une boîte qui était un SaaS, enfin qui était un logiciel RH. Ok. Nice. Que j'ai revendu au leader de mon marché, donc en France. Et ensuite, j'ai été salariée de mon acquéreur pendant 2 ans. Et c'est après les avoir quittés que j'ai fait ça. Est-ce que tu t'occupais, dans le fond, tu étais la seule fondatrice? Est-ce que tu fais de la programmation, dans le fond, ou c'est vraiment... Non, j'ai recruté une équipe, on était 10 dans ma boîte. Mais j'étais la seule fondatrice, ouais, Wow. mais on était 10. C'est nice. Simon aussi, il gravite dans l'univers des RH aussi là, sur un autre de ses projets. Yes. Ensuite de ça, je me demandais, tu sais, comment faire, tu sais, pour avoir 25 000 personnes sur sa propre newsletter? Parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils s'intéressent à 3 choses, tu sais, comment en avoir plus dans ses poches, donc l'épargne, comment apprendre à investir, que ce soit en bourse, crypto, etc., puis l'univers des side hustles. Tu sais, on en parle beaucoup. On a eu la chance d'avoir aussi Johan Lopez de Snowball dans un des derniers épisodes que tu connais probablement. On a brainstormé un petit peu là-dessus, tu sais. Puis toi, comment faire pour créer une newsletter de 25 000 personnes? Est-ce que tu as des trucs ou des indices que tu pourrais donner aux gens pour qu'ils puissent les appliquer dans leur vie? Oui. Alors, récemment, j'ai dépassé les 26 000. Mais Okay. Félicitations. Merci.
Avant, mon canal d'acquisition principal, c'était TikTok. Donc, c'était très simple. En fait, tous les jours, je postais des vidéos sur TikTok et tous les jours, j'avais un call to action à la fin de ma vidéo qui disait, si tu veux découvrir les cryptos, il y a ma newsletter. C'est fou quand même, hein? C'est crazy. Comme les gens, moi y compris, on essaie de se faire un système super compliqué, genre, mais tu sais, des fois, c'est juste de faire quelque chose de qualité, de gratuit, puis genre, d'avoir une distribution majeure, genre. Right? C'est vraiment, TikTok, c'est quand même un réseau qui te permet d'aller toucher le mass market. Il y a énormément de visibilité dessus. Et puis moi, j'ai jamais eu honte de faire des call to action. Donc du coup, j'en parle tout le temps. Parce que c'est ça, il y a comme le bear case, le scénario un peu pessimiste qui dit, bon, TikTok, anyways, les gens là-dessus, c'est que des jeunes qui ne savent même pas lire, genre, ou whatever, là, j'exagère. Mais c'est cool de voir qu'au contraire, c'est comme des gens sur LinkedIn, là, je veux dire, c'est des humains là, qui ont un intérêt envers un sujet quelconque. Là, right? Mais c'est ça. En fait, sur TikTok, il y a 60% des utilisateurs qui ont plus de 25 ans. Ah ouais, autant que ça. Ok. Donc, on est quand même sur un réseau qui évolue énormément. Donc, c'est bête de ne pas l'utiliser. Ouais. Parce qu'au début, quand on parlait de TikTok, comme Hubert le disait, mettons un entrepreneur qui se disait, OK, je vais utiliser TikTok, les gens étaient comme, c'est que des jeunes, ce ne sera pas tes clients. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Ils sont là, ils regardent des vidéos, c'est pas de l'argent. Mais nous, on s'aperçoit qu'on a un lien qu'on a mis pour notre podcast. Et il y en a beaucoup, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, là, mais il y en a beaucoup qui viennent de ce lien-là, le lien qu'on publie sur TikTok du podcast. Il y en a beaucoup de TikTok. Puis moi, je pense que TikTok a pris tellement de place dans le marché, dans la communauté, dans les réseaux sociaux, que ce serait bête justement de ne pas l'utiliser. Ouais. Exactement. Puis après, la différence aussi, c'est que donc je m'exprime, j'ai de l'acquisition via TikTok, via Instagram et via LinkedIn. C'est mes 3 canaux principaux. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ma chance à moi, c'est que je parle d'un sujet qui est un peu obscur, sur lequel on va parler sur des réseaux qui sont un peu moins faciles d'accès. Sur Twitter, où c'est un peu violent comme réseau, ou sur les Discord, sur des trucs qui sont vachement plus finalement confidentiels. Bon, Twitter, c'est pas confidentiel, mais ça reste quand même violent pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais. Violent dans quel sens? Qui ne connaît pas les cryptos, je veux dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des réseaux d'éducation où tu vas rencontrer des gens sympas. Tu vois, surtout dans les genres des cryptos, on va te tracher, on va dire que tu as loupé le meilleur truc ever, etc., que tu ne connais rien. Right. Et moi, je m'exprime du coup sur des réseaux qui sont beaucoup plus mass market, où du coup, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ces sujets-là, en faisant que de la vulgarisation. Donc, ça crée une espèce de dissonance. Ça fait un truc bizarre qu'on n'a jamais vu, ce qui fait que ça marche bien. Puis, est-ce que vous roulez de la publicité, dans le fond, ou c'est vraiment 100% via les plateformes de réseaux sociaux de façon organique? Tu veux dire de la publicité en payant? Non, je n'ai jamais payé pour ça, mais bon, de fait, je fais ma propre publicité tout le temps. Right. Non, c'est ça, exact. Mais il y en a, par exemple, que pour croître des projets qui vont juste comme aller chercher des leads, mettons, publicitaires sur Facebook. Puis c'est comme ça qu'ils vont. J'ai jamais eu à faire ça. Nice. En tout cas, pour être, je te lève mon chapeau, c'est vraiment cool là, de te voir aller. Personnellement, je lis ta newsletter, puis je trouve ça super intéressant la façon que tu l'approches. Là. Je sais que c'est difficile de faire de la vulgarisation financière, autant dans le niveau des cryptos que le domaine de l'investissement traditionnel. C'est quoi un petit peu ta routine? Tu sais, combien de temps ça prend à faire genre une édition de ta newsletter? En gros, ça me prend une journée dans la semaine, plus en général une petite demi-journée le week-end. OK. Quand même. C'est une par semaine, dans le fond? Ouais. Est-ce que tu considères ça, toi, comme un side hustle dans ta vie? Comme un quoi, pardon? Comme un side hustle, un side project, là, genre… Non, c'est devenu mon activité principale. OK. Mais c'était pas ça le plan au départ, right? Ah non. Non, pendant hyper longtemps, c'était juste une petite newsletter que j'avais en plus de ce que je faisais. Et là, j'ai arrêté toutes mes autres activités. Wow. Je ne fais plus que les cryptos de Caro. Génial. Qu'est-ce que tu as une newsletter gratuite et une payante? Effectivement, j'ai la newsletter gratuite, mais qui est sponsorisée. Donc, j'ai un partenaire qui paye pour être dedans. Il a un petit encart. Et j'ai un supplément mensuel qui est payant. Et ensuite, je vais aussi avoir des revenus. J'ai un livre qui sort. Et j'ai des revenus liés à des projets en partenariat sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram.
J'imagine que, surtout dans l'univers des cryptos, les plateformes et tout, j'imagine que les partenariats doivent être intéressants, là, contrairement à, genre, étant donné qu'il y a beaucoup d'effervescence puis beaucoup d'opportunités, j'imagine que, les retours d'un partenariat doivent être plus intéressants qu'avec, j'imagine, le système financier traditionnel, disons. Là. Bah, c'est sûr que j'ai de la chance que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'argent. Il y a des projets qui sont super innovants et où on n'a vraiment pas peur de faire appel au système d'influence. Donc, du coup, j'ai énormément de projets qui me sont proposés. Et pour moi, c'est plutôt difficile d'aller trouver les plus fun, les plus intéressants, les plus solides pour pour avancer, quoi. C'est surtout ça qui prend du temps, mais c'est trop cool, par contre. Ouais, j'imagine. C'est quoi tes plus grosses difficultés en général avec cette newsletter-là et les cryptos de Caro au day-to-day? Bah, franchement, c'est pas très difficile, hein. Non, mais moi, je me contente de me mettre derrière mon ordinateur. À chaque fois que quelqu'un me pose une question ou que moi, je me pose une question, je le note. J'ai un fichier de récapitulatif de toutes les questions que je me pose ou qu'on m'a posées. Je vais en choisir un qui me parle et puis je vais faire un sujet dessus. Donc, je vais aller creuser sur Internet tout ce que je trouve dessus. En général, c'est chiant. Du coup, j'essaie de faire quelque chose qui soit un peu sympa. Ensuite, j'écris mon truc et puis c'est tout, quoi. Franchement, c'est pas compliqué, hein. J'aime ça. Quelles sont les questions qui te reviennent le plus souvent dans l'univers des cryptos? Parce que probablement que les gens qui nous écoutent vont avoir les mêmes questions qui ne posent pas nécessairement. Donc, c'est quoi un petit peu les top questions là, que tu te fais poser le plus souvent? Ça dépend un peu du niveau, mais en gros, les questions qu'on me pose le plus, c'est qu'est-ce que c'est que la blockchain réellement? Est-ce qu'une crypto, c'est une entreprise? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce que je fais pour commencer? Genre, j'ai besoin de quoi comme outil? Comment ça se passe? Etc. Et puis après, il y en a tellement, franchement. Non, mais c'est bon. Pour vrai, il y a plein de questions comme ça que je m'avais notées, que je veux absolument aborder avec toi. Je pense que ça va être intéressant. Mais avant, je voulais savoir, par rapport d'un point de vue de l'investissement, là, un investisseur moyen, c'est quoi un petit peu la relation que toi, tu as avec crypto versus le marché boursier traditionnel? Quand les gens veulent commencer, tu te dis, bon, OK, c'est quoi? Est-ce que c'est YOLO, je vais all-in dans les cryptos? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 1%? Toi, comment tu gères ton portfolio? Moi, je dois avoir 40% de mes investissements qui sont en crypto, mais c'est démesuré. Enfin, moi, c'est parce que je travaille tous les jours sur ce sujet-là. Je ne conseillerais jamais à quelqu'un. Déjà, je n'ai pas le droit de faire du conseil financier, moi, pour le coup, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller investir une grosse partie de son portefeuille en crypto. Je pense que 10% ou 30% de son portefeuille, c'est beaucoup, tu vois, déjà. Puis, est-ce que dans ce 10%-là, par exemple, ou 2% ou 5%, pour les gens qui débutent, là, mettons, qui connaissent à peine genre la blockchain, mais qui voient qu'il y a une opportunité puis qui veulent commencer, c'est quoi la relation entre les différentes cryptos? Est-ce que tu dirais 50% Bitcoin, 50% Ethereum? Ou comment toi, tu le vois? Je vais te dire comment est-ce que moi, j'ai commencé. J'ai fait exactement ça. Moi, j'ai commencé par faire 50% Bitcoin et 50% Ethereum. Parce que je savais que c'était les deux plus solides, etc., dont tout le monde parlait, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire ni ce que c'était, hein. Et après, quand j'ai commencé à faire ça, ce que je trouve bien, c'est que du coup, tu as un peu des billes dedans, donc tu t'y intéresses un peu plus. Et après, tu peux un petit peu diversifier. Donc, aller te dire, OK, comment est-ce que je me sens par rapport au marché crypto? Est-ce que quand le Bitcoin baisse, je ne dors pas de la nuit ou est-ce que je suis OK? Right. Tu vois, si déjà tu arrives à te dire ce genre de choses et que tu vois, oui, le Bitcoin a perdu 30% dans la nuit, mais moi, je suis super tranquille parce qu'en fait, je mise vraiment sur le long terme et puis je commence à comprendre de quoi il s'agit. Là, quand tu commences à être là-dedans, je me dis que c'est intéressant de dire, oh, bon, du coup, je peux m'ouvrir à d'autres cryptos. Et pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment d'aller se dire, OK, c'est quoi les différents secteurs qui existent en crypto? Parce que c'est tout un écosystème. Donc, le secteur blockchain, le secteur gaming, donc les play to earn, le secteur X et Y, et d'aller investir dans les leaders de chaque secteur un petit peu, voir comment on se sent, pareil, hein, parce que même s'ils sont les leaders de leur secteur, ils vont faire des variations bien plus grandes que le Bitcoin. Donc, comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Est-ce que c'est cool? Est-ce que machin? Et puis, une fois que j'ai ça, là, je peux me dire, OK, est-ce que je ne me garderai pas une petite poche sur la totalité de mon capital crypto? Est-ce que je ne me garderai pas un petit 5% pour aller miser sur des toutes petites cryptos qui ne sont pas évidentes à trouver, où c'est des ICO,
où les potentiels sont dingues, mais où, par contre, tu as très peu de chances de revoir ton argent. Right. Puis j'aime un peu cette approche-là parce que, tu sais, veux pas, dans les épisodes précédents, moi et Simon, tu sais, on parle beaucoup tu sais, un portfolio qui est sain ou qui est en santé, c'est que, tu sais, évidemment, au départ, tu as une bonne base de fonds négociés en bourse. Si tu vas apprendre à investir de façon autonome, fait que c'est les ETF ou les FNB. Puis, ce que j'aime dans ton approche, c'est qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux. Tu sais, c'est qu'évidemment, tu commences en ayant la majorité de ton portfolio avec des fonds négociés en bourse. Par la suite, tu vas aller investir dans des blue chip stocks, avec genre des Microsoft, Apple, etc. Puis vraiment une petite portion que tu vas actuellement investir dans des compagnies où tu fais comme un DCF, une analyse plus poussée, tu vas voir les fondateurs, c'est quoi leur proposition de valeur, etc., etc. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que quand on tombe dans le domaine des cryptos, les gens sont un peu overwhelmed. Mais la stratégie d'investissement est la même, là, essentiellement. Tu sais, c'est que vraiment, une crypto, c'est quoi? Ben, c'est un taker, c'est un stock, là, c'est comme une entreprise. Là. Fait que, tu sais, les fameux altcoins qu'on appelle, c'est vraiment juste des entreprises cotées en bourse. Là. C'est l'équivalent. Puis après ça, bien évidemment, tu sais, comme toute entreprise, il y a des entreprises, des entrepreneurs qui vendent du rêve, qui sont faux puis qui ne sont pas backés par une réelle technologie. Puis ça, c'est souvent ça, par exemple, qu'il y a des tokens genre d'influenceurs qui vont monter à sa sortie, puis par la suite, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a aucune technologie ou produit sous-jacent, donc ça va faire une bulle, puis la crypto-monnaie va mourir, right? Fait que je pense que, tu sais, l'équivalent du fonds négocié en bourse ou de l'indice, c'est vraiment l'équivalent d'avoir du Bitcoin et je dirais aussi peut-être un peu d'Ethereum, I guess. Oui, moi je pense, hein, mais... Fait que, tu sais, je pense que c'est juste qu'il faut s'enlever de la tête. Est-ce que, tu sais, pour toi, c'est important de comprendre la technologie pour utiliser ça dans sa stratégie d'investissement? Tu sais, pour que quelqu'un mette, je ne sais pas, 2 de son portfolio en crypto, est-ce qu'il y a vraiment besoin de comprendre la technologie? C'est pas la technologie qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement de l'univers. Pour moi, tu ne dois pas investir dans un truc que tu ne comprends pas. Right. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, par contre. Enfin, pour moi, si jamais tu vois un projet crypto et tu te dis, j'envisage d'investir dans cette crypto-là, mais tu ne comprends pas ce qu'ils font, il ne faut pas y aller. Après, si tu ne comprends pas technologiquement comment ça fonctionne, c'est un truc différent. Mais si tu n'arrives pas à savoir quelle valeur ajoutée ils vont apporter dans l'univers crypto, bah, ça veut dire, clairement, c'est pas que tu es con, c'est que personne ne comprend. Et si personne ne comprend, ça veut dire que peut-être ça peut avoir un peu de fame pendant 2-3 mois, mais dans 6 ans, si jamais la valeur ajoutée n'est pas claire, ben, en fait, ça n'existera plus. Donc, tu peux faire des petits coups pour des projets un peu nuls parce qu'il y a quand même de la croissance, mais sur la valeur ajoutée long terme, il faut que tu puisses la comprendre. Ouais. Dans le sens que, tu sais, c'est comme investir dans Amazon. Tu ne comprends pas nécessairement leur logistique puis comment leur entrepôt fonctionne, genre. Mais tu comprends le business model, genre, puis tu comprends le fondateur. Tu comprends ce que ça apporte comme valeur aux gens qui utilisent Amazon, tu comprends quelle est la vision globale qu'ils veulent apporter, etc. OK, cool. J'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Je pense que ça met un peu plus de clarification, là, genre où est-ce qu'on place là, les cryptos. Fait que s'il existait un starter pack, vraiment un guide pour débutants pour l'univers des cryptos, je sais que tu en as traité un petit peu dans une de tes newsletters. Oui, la dernière. OK, cool. La dernière, c'était l'édition Starter Pack Crypto. OK, bon, ben génial. Écoute, ça tombe à point. Ça ressemble à quoi? Juste comme résumé rapidement pour les gens qui veulent s'essayer, se tremper l'orteil. C'est quoi le starter pack dans l'univers des cryptos? C'est comprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain. Franchement, c'est la base. C'est l'étape 1. C'est genre, qu'est-ce que c'est en fait? À quoi ça sert dans l'univers? Et je peux vous le dire là en juste une phrase. Ouais. La blockchain, ça n'est que... Non, en fait, 2 ou 3 phrases, mais très rapidement. Ça n'est qu'un espèce de cahier en ligne sur lequel tu vas noter des titres de propriété et tu vas pouvoir noter les transferts de titres de propriété. C'est vraiment, pour moi, c'est l'expression la plus simple de la blockchain, c'est juste un endroit dans lequel on va noter des propriétés. C'est un livre comptable numérique. C'est un livre comptable numérique auquel tout le monde a accès et qui n'est pas modifiable. Donc, sur lequel ton banquier, quand tu ne regardes pas la tête, quand tu tombes la tête, il ne peut pas les modifier en disant « Ah, mais au fait, je prends une petite prime sur ce truc-là et puis cet argent-là, en fait, tu pourras le récupérer qu'à tel moment parce qu'en fait, finalement, ça ne nous convient pas. » Petite parenthèse, au Québec, on est au Québec, puis il y a eu justement un scandale qui a été annoncé dans les médias, tu sais, qu'il y a comme une des grosses banques ici qui est super populaire, qui certains conseillers financiers faisaient des transactions. Là, Simon, je pense que c'était ça, right? C'est quoi? Ils faisaient des transactions. C'était quoi exactement? Ben, en fait, ils achetaient des fonds négociés en bourse
Et puis, il chargeait des frais de transaction, il faisait des fausses transactions dans le compte de la personne. Puis à la fin de l'année, il chargeait à la personne des dizaines ou des centaines de dollars pour lui dire, ah oui, mais regarde, on a travaillé dans ton compte. Finalement, c'était complètement faux. Donc, ici au Québec, on dit un recours collectif contre cette banque-là parce qu'ils auraient grillé des millions de dollars Voilà. avec des faux frais, en fait, des faux frais de transaction. Bon, bah, c'est typiquement la blockchain, c'est censé venir empêcher qu'un tiers de confiance puisse se permettre en fait d'avoir le pouvoir de faire ça. Génial. Donc, Puis, fait que par la suite, dans le fond, fait que là, étape 1, on comprend c'est quoi la blockchain. All right, starter pack, la case est cochée. Ensuite, étape 2, c'est quoi une crypto? Donc, tu comprends qu'une crypto, c'est une monnaie digitale qui va n'exister qu'en ligne. Et il faut aussi que tu comprennes qu'une crypto, c'est adossé à un projet crypto. C'est vraiment ce dont on parlait, c'est de comprendre quelle est la relation entre une entreprise dans l'univers crypto et la crypto qu'elle va créer, parce que tout est lié ensemble. Par exemple, qu'est-ce que j'avais pris comme exemple la dernière fois? Par exemple, Decentraland, c'est un métaverse. Et le projet, c'est le projet de Decentraland. C'est vraiment un univers digital dans lequel tu vas acheter des trucs, etc. Mais dans ce métaverse, tu vas pouvoir tout payer avec leur crypto-monnaie qui s'appelle le Mana. Et c'est ce qui va permettre à tout le métaverse de fonctionner. Et si jamais tu considères que Decentraland, c'est un projet qui est solide et qui apporte une valeur ajoutée à l'écosystème, ça vaut le coup de miser sur le Mana parce que c'est la crypto qui est associée à ce projet-là. Mais le Mana, ça n'est qu'une crypto-monnaie, donc c'est vraiment qu'une monnaie virtuelle. est-ce que c'est biaisé? Est-ce que c'est faux ce que je m'apprête à dire? Est-ce que, dans le fond, l'action, all right, que tu achètes, c'est comme si l'action d'Apple que tu achetais, tu pouvais faire quelque chose avec, genre, cette émission-là, puis tu pouvais, comme, je sais pas, acheter d'autres trucs, puis avoir une valeur ajoutée, comme par exemple, tu peux voter des fois, là, quand tu es un actionnaire d'une entreprise. Fait que dans le fond, une crypto, genre d'un projet comme ça, c'est vraiment l'équivalent d'une action, sauf que tu peux faire un peu plus de trucs avec, genre. C'est ça? Non, parce que ça ne te donne aucun titre de propriété sur le projet. Right, Tu possèdes... Mais à part cet aspect-là, c'est la même chose. Oui, enfin, presque. C'est juste, c'est comme si l'entreprise, à part, elle crée un espèce d'autre petit système en plus que son capital et dans lequel toi, tu allais investir. Donc oui, c'est très similaire, mais ça ne te donne quand même pas le pouvoir sur la société, quoi. Exact. OK. Mais il y en a, par exemple, des cryptos que, tu sais, si je ne me trompe pas, tu peux en acheter, puis ça te donne un droit de vote là, aussi. Tu sais, comme par exemple. Alors, effectivement, tu as des cryptos qui donnent un droit de gouvernance. Donc, tu vas pouvoir aider à décider sur l'avenir du projet, mais tu ne deviens pas propriétaire en partie du projet. Vraiment, l'action, c'est quand même de la propriété. C'est la seule différence pour moi qui est majeure. OK, je comprends. Donc, on comprend maintenant c'est quoi une crypto. Simon, coupe-moi là, si tu as des questions. Donc, là, étape 2, all right, c'est coché. Étape numéro 3 du Starter Pack. Qu'est-ce que ça veut dire investir en crypto? Donc, c'est juste très facilement, c'est acheter des cryptos avec un risque qui est majeur parce que les crypto-monnaies, c'est un marché qui est très volatile. Donc, tu peux vraiment perdre 100% de ton capital. C'est un truc qu'il faut savoir. Profil de risque. J'aime ça. Voilà. All right. Et après, c'est avec quel outil tu commences. Puis là, je pense que c'est là qu'on perd, que beaucoup de gens débarquent. Genre, tu arrives en ligne, puis là, tu fais « Oh my God! » Ouais. Qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Alors, pour moi, c'est aussi la même chose que tu rentres dans l'univers crypto. Tu commences, tu achètes un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, puis tu vois ce qui se passe, etc. Tu fais ça comme process. Pour les applications, c'est un peu pareil pour moi. C'est genre, en vrai, tu peux commencer en achetant des cryptos sur ton compte Revolut. Hein. Tu peux le faire. C'est beaucoup plus simple que tout le reste. Mais par contre, tu peux rien en faire. Enfin, ta crypto, tu l'as sur ton compte. Tu peux pas la transformer dans une autre crypto. Tu ne peux que la revendre. Tu es un peu bloqué, quoi. Mais est-ce que Revolut, pour les gens au Canada, c'est pas disponible? Nous, s'il y a comme Wealthsimple Crypto, est-ce que Revolut, je pense qu'il est un genre d'équivalent, est-ce que c'est le fait que tu ne possèdes pas nécessairement tes clés, mais tu investis comme dans un produit dérivé du Bitcoin ou Non, tu investis vraiment dans le Bitcoin, mais ce qu'il y a, c'est que c'est juste que comme c'est une banque, c'est juste que tu possèdes déjà un compte bancaire chez eux
tu vas pas te créer un compte pour acheter des cryptos dessus. C'est juste, tu peux utiliser des outils que tu as déjà, qui le font, mais qui font à un niveau très bas, mais tu peux le faire. Ta banque peut peut-être te le permettre, je sais pas. OK. Puis restons ici pour la simplicité de la chose, là, restons dans l'univers du Bitcoin, je pense, là, parce que sinon, je pense que ça va juste être trop compliqué là, si on essaie de comprendre comment investir dans des plus petits projets. Là. Est-ce que, fait que là, mettons, OK, la personne comprend, non, avait acheté du Bitcoin. Fait que là, est-ce que tu connais bien la différence entre le FNB, Bitcoin versus posséder le Bitcoin directement? Est-ce que tu as fait des recherches un petit peu là-dessus, peser les pour et les contre ou? Sur les... tu veux dire les... merde, comment ça s'appelle en français? Les ETF? Oui, oui, voilà, merci, pardon. Les ETF Bitcoin. Alors, moi, je ne suis pas pour du tout. Pourquoi? Mais c'est que mon avis. Parce que, en fait, c'est un indice qui va reproduire le cours du Bitcoin, mais dont tu ne vas pas le posséder. Et ça peut fonctionner si jamais tu es juste dans une logique d'investissement, mais que tu te fous des valeurs qui sont portées par l'univers crypto-monnaie, vraiment de la valeur ajoutée. Si tu investis dans un ETF qui reproduit le cours du Bitcoin, c'est bien si tu veux être un peu éloigné de ce sujet-là. Mais si ce qui t'intéresse, c'est aussi toute la décentralisation, tout ce que tu vas pouvoir créer grâce à ça, ça marche pas, quoi. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression... Tu rajoutes un intermédiaire qui va te reproduire les variations du Bitcoin. Ça peut être intéressant pour rentrer dedans, mais c'est... non, moi, je suis pas pour, mais... Parce que je pense que, le bull case, la vision optimiste du Bitcoin, j'aimerais ça entendre un petit peu ta thèse. Là, j'ai pas eu la chance, on n'a pas eu la chance de te la poser encore, mais pourquoi est-ce que tu crois autant au pouvoir du Bitcoin d'ici 10 ans? Pour toi, ça vaudra combien, genre, selon tes estimés 100% genre, d'opinion, là, aucune... Genre, ne prenez pas ceci pour un conseil, là. Mais dans 10 ans, c'est quoi la potentielle valeur d'un Bitcoin? Puis pourquoi est-ce que tu crois en cet investissement-là? Moi, j'ai l'impression que l'univers de la blockchain, c'est un univers qui est en train de révolutionner toute l'économie d'Internet telle qu'on la connaît. Pour moi, c'est vraiment une vraie transformation du monde tel qu'on le connaît actuellement. Donc, c'est ça qui fait que j'y crois énormément, parce que c'est la première étape pour moi, le Bitcoin là-dedans. Voilà pourquoi. Après, je n'ai pas la moindre idée de combien ça vaudra dans 10 ans. Franchement, j'en sais rien, mais je pense que ça vaudra beaucoup. Mais c'est surtout que pour moi, avec les outils qui existent actuellement d'investissement, je ne sais pas si vous avez Coinbase chez vous. Ouais. Avec Coinbase, franchement, investir dans le Bitcoin, c'est aussi facile que, j'en sais rien moi, que commander un Uber. C'est genre vraiment aussi facile que ça. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on irait prendre un produit financier un peu dérivé qui irait reproduire le cours du Bitcoin plutôt que d'acheter du vrai Bitcoin et de participer à ce truc-là, tu vois. Right. Non, ça, je suis d'accord. Là, je pense que, il y a aussi le fait que, nous, en tout cas, les FNB dans le marché canadien, c'est aussi basé des fois sur des dérivés. Puis, ils investissent dans des entreprises qui exploitent ou qui sont dans l'univers du Bitcoin. Fait que, si jamais, par exemple, le CEO d'une des entreprises de ce FNB-là est accusé de fraude ou il y a un drame dans l'entreprise, alors que le Bitcoin va super bien, ben, tu pourrais évidemment manger une grosse chute, alors que l'actif sous-jacent va super bien. Genre. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu weird. Mais là, ça me vient passer à l'esprit par rapport à la sécurité, la cybersécurité. On a beaucoup de membres qui nous ont raconté des histoires où ils se sont fait avoir. Comment faire pour le faire de façon sécurisée, acheter comme du Bitcoin? Si tu passes par une plateforme centralisée qui te permet d'acheter du Bitcoin comme Coinbase, tu vas choisir une qui va tout miser sur la sécurité. Après, là, c'est comme tout sur Internet. Enfin, en gros, tu espères que la plateforme ne va pas se faire hacker. Après, c'est sûr qu'il y en a plein des plateformes, des brokers qui se font hacker et que du coup, un peu comme partout, quoi. Ça peut être dangereux. Après, si tu achètes sur le long terme, tu peux faire comme moi, tu t'achètes une clé Ledger. Et tu vas mettre tes cryptos qui sont là sur le long terme dessus
parce que là, comme ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le mécanisme qui est derrière ça? Là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste nous poser des questions puis dire OK, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle disait ledger puis une clé physique? Là? Alors, Ledger, c'est juste une société française qui a créé c'est comme une clé USB sur laquelle tu vas pouvoir conserver tes cryptos et qui est sécurisée par un code que toi, tu vas garder. Et donc, ce code-là, en fait, ça te permet de sortir tes cryptos de l'Internet. C'est ça. L'idée, c'est que tu les déconnectes de l'Internet et donc, il ne peut plus y avoir de hack de ta crypto. Genre, aller dans ton coffre-fort, je ne sais pas où. Et si jamais on te vole ta clé, Ledger, le principe, c'est que tu dois conserver le mot de passe de ta clé à différents endroits parce qu'après, tu peux aller voir Ledger, leur donner ton mot de passe et eux, ils peuvent te redonner une clé avec tes cryptos dessus. Ils ont quand même un système centralisé qui te permet de faire ça. Donc, à ce jour, c'est le système le plus sécurisé qui existe dans l'univers crypto, ce modèle-là. Après, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres marques qui sont connues. Nous, en France, on ne connaît que celle-là. Il existe aussi Trezor, Trezor. Personnellement, j'ai les deux. Là. J'ai un Ledger puis j'ai un Trezor, Trezor. Je ne sais pas comment le dire en anglais. Puis c'est sûr que Trezor sont là depuis plus longtemps. Ledger aussi sont quand même bien réputés. Là, mais c'est comme les deux grosses là, dans le monde en ce moment. Puis fait que si ta maison prend en feu, genre, il n'y a pas de danger que tu perdes tes cryptos. Dans le fond. Non. Sauf, il faut que tu gardes ton mot de passe pas sur un bout de papier ou sur des bouts de papier, mais pas dans ta maison. À des endroits différents, ouais, exactement. Right. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, genre, on parle d'innovation puis de futur, mais on dirait qu'on revient à la base, genre. C'est un petit peu ça. De toute façon, l'univers crypto, c'est quand même un système qui essaie de retirer de la centralisation. Donc, on repasse sur quelque chose qui existait avant que des monopoles se soient mis en place, à la fois pour nous simplifier la vie sur les transactions, la communication, etc., mais qui, du coup, sont des monopoles, quoi. Right. Puis, mais si tu gardes ton argent sur tes bitcoins, bon, tu vas sur Coinbase ou sur ShakePay, whatever, là, il y en existe plein. Puis tu gardes ton argent là. On a entendu parler aussi des hot wallets. Fait que c'est comme, il y a Coinbase Wallet. C'est quoi la différence comme entre avoir ces cryptos sur Coinbase versus, mettons, Coinbase Wallet? En fait, c'est juste que les cryptos ne sont pas conservés sur le broker en lui-même, sur la plateforme. Ils sont conservés sur un portefeuille de crypto qui est en ligne. Donc, c'est plus sécurisé. Ça a vraiment un système de sécurité qui est différent, mais ça reste quelque chose qui est en ligne. Donc, tu peux te faire... tu vois, il peut y avoir des sites malveillants qui vont te demander de connecter ton wallet et qui, du coup, vont récupérer tes données. Enfin, il y a quand même un peu plus de risques, mais moins que si c'était sur la plateforme directement. OK. Fait que c'est comme avoir ton argent sur ta plateforme de courtage en ligne traditionnelle. Fait que genre Questrade, Trade Republic, etc. Puis avoir un hard wallet, c'est comme l'équivalent d'avoir un compte bancaire. Mais le compte bancaire, c'est toi-même qui le possède, dans le sens qu'il n'y a pas comme une institution qui est reliée à ça. Exactement. En fait, moi, je dirais ton portefeuille en ligne, genre Coinbase Wallet ou MetaMask, c'est ton compte bancaire, mais sans intermédiaire. Et ton Ledger, c'est ton porte-monnaie que tu as genre dans ta poche, tu vois. Que tu prends avec toi. La bourse. Ouais, c'est ça. Génial. OK, cool. Je pense que ça fait déjà pas mal plus de sens, tout ça. Il y a une autre édition que je trouve intéressante que je voudrais peut-être parler avec toi. Comment expliquer le Web3 à sa mamie? C'est quoi le Web3? Je pense que c'est un bon moment d'en parler en ce moment. Tu as parlé un petit peu du Metaverse, mais en gros, c'est quoi tout ça? En gros, c'est l'application de la blockchain à l'univers d'Internet. C'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on utilise tout ce que nous permet de mettre en place tout l'univers crypto et blockchain dans notre vie en ligne. Et la façon dont j'ai expliqué ça, c'est qu'en fait, on a vécu 2 ères actuellement d'Internet. La première ère, qui est une ère de vraiment où on avait accès à du contenu en lecture uniquement parce que c'était totalement décentralisé, d'ailleurs, l'idée d'Internet à la base, mais il fallait tellement de connaissances pour pouvoir produire du contenu en ligne. Il fallait être développeur, mais il n'y avait pas d'école de développeurs, il n'y avait pas YouTube, personne ne savait le faire. Et du coup, c'était très compliqué, mais c'était vraiment une ère qu'on appelait l'ère de la lecture, quoi.
Ça, c'est comme année 1980-90, genre. Ben, je sais pas à quelle date c'est né Internet. Parce qu'il y a comme Web 1, Web 2 puis Web 3, genre. Mais Web 1, c'est genre comme l'invention du courriel, genre en 1986, si ma mémoire est bonne. Ok. Puis après ça, il y a eu comme le dot-com boom, genre. Fait que là, mettons, 2000, il y a eu la crise. Après ça, les entreprises qui ont survécu, c'est un peu les piliers fondateurs du Web 2.0. Fait que là, c'est comme Amazon, PayPal, Google, tu sais, tout cela ont commencé à exister. Puis là, ils ont comme centralisé toute la décentralisation de l'Internet. Genre, tu sais, on s'entend 90% du trafic genre, de l'Internet vient genre de 3 sites web. C'est genre Google à Amazon, puis whatever, Microsoft pour le troisième, tu sais. Ouais. Mais en faisant ça, ils ont permis à tous les utilisateurs d'Internet de produire du contenu vachement plus facilement, d'aller acheter en ligne facilement, d'aller proposer du contenu quel qu'il soit. Mais par contre, ils sont possesseurs de tout ce contenu-là. Nous, on possède rien. C'est vraiment, à partir du moment où on dépose un truc en ligne, ça ne nous appartient plus, quoi. Ouais, c'est fou, hein? C'est vraiment comme quand l'univers, tu sais, le Big Crunch puis le Big Expansion, là, dans le sens que, tu sais, l'univers est en constante croissance puis en décroissance, là. Puis c'est drôle, dans les cycles technologiques, on dirait que c'est la même chose, tu sais. La centralisation qui commence d'une thèse de décentralisation, comme on l'a dit. Puis maintenant, les créateurs qui maintenant, tu sais, génèrent les revenus pour la plateforme, on s'entend, YouTube, là, font pas grand-chose. C'est tous les YouTubers qui apportent de la valeur. Puis maintenant, ils se rendent compte que, OK, j'ai une plus-value, je peux apporter quelque chose de plus, mais les personnes qui sont au-dessus de moi, c'est genre, ils prennent des frais qui sont astronomiques. Tu sais, les YouTubers font très peu d'argent sur YouTube. Là. Pour les gens qui ne le savent pas, Google, qui est propriétaire de YouTube, ramasse tous les revenus. Fait que là, les gens sont comme, reprise du pouvoir, allons vers un modèle qui est encore plus décentralisé. Puis ça, c'est comme combiné avec la nouvelle technologie. Tu sais. Fait que c'est comme, j'ai l'impression qu'il y a comme un cycle de genre, OK, super de bonne idée, on va centraliser ça, on va décentraliser. Genre, on dirait que c'est comme un cycle éternel. Je trouve ça quand même intéressant. Puis le Web3, d'un point de vue de l'investissement, de la façon que moi je le vois, c'est comme, OK, tu as le Bitcoin qui commence à être, tu sais, très standardisé. Je veux dire, il y a beaucoup de législations qui sont adoptées. Les gouvernements des pays sont en train de le faire. Le Web3, j'ai l'impression que c'est genre encore plus risqué que genre l'univers des cryptos en ce moment, dans le sens que, tu sais, c'est encore totalement fictif. Là. Oui, il existe comme des metaverses, puis oui, tu peux acheter des terrains à côté de Snoop Dogg, puis tu peux aller genre voir ses œuvres d'art, ses NFT dans sa maison, mais ça reste que j'ai l'impression que c'est encore plus volatile puis encore plus spéculatif que genre les cryptos, genre les altcoins, puis l'Ethereum, puis le Bitcoin. Fait que, tu sais, vas-y, ouais. En fait, le Web3, c'est juste le fait d'utiliser la technologie blockchain pour rappeler qui est possesseur des choses. C'est juste, en fait, intégrer le système de toi, tu mets ton podcast en ligne dans l'univers du Web3, tu vas passer vers une application qui est décentralisée où, quand tu vas mettre ton podcast en ligne, ça sera indiqué dans la blockchain que ce podcast, tu en es le propriétaire. Donc, c'est pas uniquement les métaverses, etc. C'est vraiment juste toute l'économie des créateurs de contenu et d'Internet dans lequel on peut prendre partie aux choses. On est vraiment les propriétaires de ce qu'on produit comme contenu. Et ça veut aussi dire que quand tu vas quand tu vas utiliser un outil, un réseau social, quelque chose, bah, tu pourras aussi investir dans la crypto de ce truc-là pour y prendre part, pour donner ton avis, pour avoir du pouvoir. C'est vraiment... pour moi, c'est exactement, le Web3, c'est exactement l'univers crypto, mais appliqué à l'Internet global, quoi. OK, je comprends. Écoute, merci, Caro. Moi, ça fait le tour de mes questions. Oui. Sim, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais aborder avec Caro? Bon, c'était très intéressant. C'est vraiment pas un monde que je connais. Tu sais, Hubert le sait, j'investis dans le Bitcoin une fois de temps en temps. C'est comme j'achète à coût de 100, $200. Mais je suis pas ça, puis c'est pas un truc qui me passionne très honnêtement. Moi, c'est la bourse, j'aime ça la bourse. Je peux comprendre qu'on soit passionné par le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans. Tu sais, c'est un peu, vous parlez du web, puis c'est un truc que je me dis, j'ai hâte de voir tu sais, juste nous, je sais pas, t'as quel âge, Caroline, on doit avoir probablement similaire. J'ai 31 ans. 31. Ok, j'en ai 34.
Mais c'est ça, tu sais, on est dans la début trentaine, enfin mi-trentaine pour moi. Et, et tu sais, ce qu'on a vécu de 2000, depuis, on va dire, de 2000, quand on commençait à être ado, à maintenant 2022, tu sais, c'est fou comment ça explose. Donc, j'ai hâte de voir justement les 10 prochaines années, où est-ce qu'on va être. C'est quoi qu'on va toucher, c'est quoi que nos enfants vont voir, c'est quoi que nos enfants vont utiliser. Moi, ouais, c'est quelque chose qui me passionne par rapport à ça, par rapport à la technologie. Uber aussi, c'est quelqu'un qui est très technologie à fond, puis je me dis, waouh, Ouais, tu sais, à c'est fou. suivre. Amazon, tu sais, Amazon, Apple, là, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, il n'existait pas, là, tu sais, il y a 15 ans, dans le sens que oui, il existait. Ben, Amazon, oui, a été fondé dans les années 90, mais ça risque que, tu sais, genre, il était rien, là, comme. C'est ça. C'est fou comment, genre, 10 ans peut, genre, changer fondamentalement l'économie, là, genre, c'est. Tu sais, je l'ai dit, là, faut passer en 2011. L'un des gros titres des journaux financiers, c'était la bulle Amazon bientôt terminée. Ouais, ouais. Tu sais, on s'entend qu'Amazon, c'est loin d'être une bulle maintenant, là. Puis, C'est clair. puis, ouais, puis à l'inverse, comme tu as dit, Sim, je pense dans l'épisode précédent, tu sais, tu disais, tu sais, le cannabis est devenu légal au Canada il y a maintenant 4 ans, je pense. Puis officiellement, c'est rendu un penny stock, là, dans le sens que, tu sais, il y a Ouais. eu comme une super montée, super connue. Puis c'est fini un penny stock, ça vaut quelques cents, quelques dollars pour une action d'entreprise de cannabis. Fait qu'on va voir où est-ce que l'avenir va nous mener. C'est sûr que crypto et cannabis, ça n'a pas pantoute rapport, là. Il y a aucune corrélation entre les deux, mais je trouve ça intéressant juste de mettre en perspective, tu sais, les horizons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients puis qui ont peur de manquer le bateau. Fait que je pense que, tu sais, c'est juste important d'y aller tranquillement quand même. Puis on s'entend que ça reste encore risqué, mais ça reste une exposition intéressante par rapport tu sais, du long terme, là. C'est sûr que à première vue, ça semble sincèrement intéressant. Merci infiniment, Caro, pour ton temps. Euh, Si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur toi et ce que tu fais, où est-ce qu'ils pourraient aller jeter un coup d'œil? Alors, ils peuvent rejoindre la newsletter sur lescryptodecaro.com si ça les intéresse. Après, ils peuvent me suivre soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Dans les deux cas, je crois que soit en tapant les cryptos de Caro, soit Caroline Jurado, on me trouve. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous remercie beaucoup pour votre temps et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Merci beaucoup.